Je me trouve actuellement à Béna, un centre privé de recherche et de rencontre sur le problème du sens. Béna, c'est le nom d'un petit hameau de Cerdagne, près l'Andorre, à 1600 mètres d'altitude, à la limite des hautes pâtures d'été, désertées peu après la guerre par les derniers paysans montagnards. Il a été réinvesti et ranimé par des chercheurs de différentes disciplines, soucieux d'en faire un observatoire et un laboratoire du sens, en pleine nature sauvage et en dehors de tout cadre institutionnel. Un haut lieu indépendant et retiré, propice à l'examen clinique de la crise du sens, dans la conviction qu'à l'approche du troisième millénaire, elle deviendrait de plus en plus cruciale, et que ça ne serait pas en faisant l'autruche qu'elle pourrait être surmontée. Comment avons-nous travaillé à Béna sur ce thème? Eh bien, en conviant à des rencontres interdisciplinaires tous ceux qui, dans le monde, se penchent sur la question du sens, en étant la boîte aux lettres d'un vaste réseau de correspondants sur ce sujet, et en nous tenant à jour de leurs recherches, en collectant toute la documentation paraissant sur ce thème en France et à l'étranger, publication dont la croissance explosive est de plus en plus difficile à suivre. Je suis ici dans l'importante bibliothèque de Béna, dont la majorité des ouvrages sont classés sous la rubrique Sciences et Sens, catégorie qui, je crois, n'existe qu'ici. Car le fait marquant depuis une décennie seulement est l'approche de plus en plus scientifique de la question du sens, qui, monopole hier des seules sciences humaines, tombe de plus en plus dans le champ des sciences dites dures. Pour vous donner un aperçu de nos fréquentations, de leur interdisciplinarité et aussi de l'actualité de ce questionnement, j'ai extrait de ce rayon quelques ouvrages récents où le mot sens est dans le titre. J'ai là en main l'ouvrage d'un politologue, Zaki Laïdi, La quête du sens, celui d'un économiste, le commissaire général au plan, sous Mitterrand, Jean-Baptiste de Foucault. Voici un cosmophysicien bien connu, Hubert Reeves. Voici un autre scientifique, Basarab Nicolescu, spécialiste de la transdisciplinarité. La science, le sens et l'évolution. Voici maintenant un informaticien, Jacques Arsac. Voici un neuropsychiatre, Erwin Strauss, du sens des sens. Maintenant, des philosophes comme Jean Petitot-Concordat, mais qui a la particularité de s'être interrogé surtout en fonction de l'œuvre du mathématicien bien connu, René Thom. Il a écrit La morphogenèse du sens, où il entrevoit la possibilité de fonder une physique du sens. J'en viens maintenant à la linguistique, avec l'ouvrage de Alain Rey, Théorie du signe et du sens. Et puis voici les philosophes, avec d'abord leur ancêtre, Maurice Merleau-Ponty, dans Sens et non-sens. Un autre physicien contemporain bien connu, Jacques Ladrière, et puis Deleuze, Gilles Deleuze, disparu voici peu, avec la logique du sens. Enfin, un philosophe suisse extrêmement intéressant qui va au cœur du problème, Georges Steiner, avec la question du sens. Mais cette bibliothèque est pleine de centaines d'autres ouvrages qui traitent du sens sous d'autres titres. En particulier, elle est largement ouverte à la controverse actuelle sur le sens de l'évolution, entre les adeptes du darwinisme ou du néo-darwinisme, qui n'expliquent l'évolution que par le hasard, et ceux qui pensent qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. Passons maintenant chez les écologistes, qui se demandent si la nature, prise comme modèle, fait sens. Pour les uns, il s'agit de la préserver, de la conserver en état. Pour d'autres, elle n'est pas un musée, mais une fusée à étages multiples, un feu d'artifice, aux incessants rebondissements mis à feu voici 15 milliards d'années.
Et puis il y a bien entendu les théologiens qui s'en mêlent, puisque l'Église avait le monopole de l'enseignement d'un sens révélé. La création était une histoire d'amour que l'homme créé à l'image et ressemblance de son Créateur était appelé à achever librement dans une perspective de consommation nuptiale. Mais si certains, comme Teilhard de Chardin ou Moltmann, trouvent dans l'évolutionnisme confirmation de cet accomplissement progressif d'un processus amoureux, bien d'autres dénoncent cette espérance d'avènement de quelque surhumanité future comme un opium susceptible de détourner l'homme de ses tâches immédiates au service des misères de l'humanité présente. Alors j'arrête cette présentation plus que sommaire de quelques échantillons d'un débat qui est né au siècle dernier à partir de considérations essentiellement linguistiques, avant d'être relancé de nos jours par des données scientifiques nouvelles.